Alors bonjour tout le monde. Je suis extrêmement heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour faire un point sur la situation à Laval. Je remercie M. Skeet d'être présent ce matin, Mme Desmeules aussi, et je tiens à souligner la présence de M. Polo, le député de Laval-des-Rapides. Plusieurs ont dit que j'étais pas très présent au cours des derniers mois, mais je dois vous dire que premièrement, j'habite dans une zone chaude de la ville de Montréal. Mon épouse travaille dans un des centres désignés. Donc, j'étais pas mal confiné. Ensuite, j'ai passé 2 semaines en CHSLD, ce qui m'a encore fait rajouter un autre 2 semaines post-CHSLD en confinement. Mais la raison pourquoi je tenais à faire le point de presse aujourd'hui, en plus de faire le point sur la situation à Laval, c'était aussi rassurer les gens sur la situation de nos enfants. Depuis quelque temps, on s'inquiète beaucoup de la situation des enfants et je tenais à vous dire que les choses sont quand même bien en charge et particulièrement ici à Laval. J'ai rencontré Mme Mayou, la DPJ locale, et au début de la pandémie, on avait fait une réorganisation des services. On avait délesté certains services de première ligne, on avait renforcé la protection de la jeunesse, on avait resserré notre filet social. Et je suis très heureux de dire qu'actuellement, il n'y a pas d'enfants en liste d'attente en la protection de la jeunesse à Laval et dans la grande majorité des régions du Québec également. Donc, on a une nette amélioration de la situation à travers la population québécoise. L'autre point qui est important aussi, c'est que les éclosions dans la région de Laval ont été contrôlées. Malgré le fort taux de positivité et le fort taux de décès qui se compare à la région de Montréal, on est quand même dans une situation sous contrôle. On a installé des zones tampons pour libérer les hôpitaux et on commence à avoir un petit peu de marge de manœuvre. Le docteur Trépanier m'a rassuré là-dessus et nous sommes très contents de l'évolution de la chose. On va suivre ça évidemment de très près, mais pour le moment, tout est sous contrôle dans la région de Laval. Je passerai la parole à mon collègue Christopher pour le moment. Merci beaucoup, chers collègues. Premièrement, merci beaucoup pour votre visite ici à Laval. Je sais que vous étiez très occupé dernièrement et j'étais personnellement très touché par votre passage dans le centre d'hébergement récemment. Salutations à mon collègue, M. Polo, toujours content de te voir, Saoul. Et puis, salutations à Mme Desmeules. Merci beaucoup aussi pour votre présence. On a eu une belle rencontre sur l'état des lieux, surtout en relation avec la jeunesse pour la santé à Laval. J'aimerais aussi vous remercier pour votre visite, Monsieur le ministre. Ça fait toujours du bien d'avoir la présence surtout d'un médecin et surtout quelqu'un du ministère de la Santé parmi nous pour nous aider à faire le tour et un survol sur la situation lavalloise. A quick word to say thank you to the minister for his presence today and thank you for representatives of the city. Always a pleasure to see people from the Ministry of Health talking about health issues related to citizens of Laval. Always personally happy to see my colleague and friend. Donc, bienvenue à tous. Bonjour, bon matin. Merci énormément à vous tous d'être venus ce matin pour ce petit point de communication qu'on voulait vous faire. Merci à vous, Monsieur le ministre, d'être venu à Laval. C'est fort apprécié en ce temps de crise. Merci beaucoup, Christopher, d'être présent ce matin. Monsieur Polo, député de la circonscription de Laval-des-Rapides, merci de votre présence. D'emblée, je tiens aussi à remercier le CI3S de Laval parce que vraiment, depuis le tout début de cette crise, nous avons vraiment des relations extraordinaires avec le CI3S. C'est un partenaire extraordinaire. Je crois que tout est mis en place là, pour répondre à cette crise. Donc aussi, merci aussi à vous, Monsieur le ministre, d'être présent. Je crois aussi que votre cabinet aussi fait tout en place aussi pour répondre aux besoins des enfants de Laval. C'est aussi une des raisons pourquoi vous êtes ici ce matin, parce qu'évidemment, la crise touche beaucoup la population, mais il ne faut pas non plus oublier les enfants. Ça nous préoccupe beaucoup. Donc voilà. Merci. Bonjour. Bon, vous dites qu'il ne faut pas oublier les enfants. Je pense que c'est clair que vous en parlez. Bon, depuis quelques jours, il y a beaucoup de pédiatres, de voix qui s'élèvent pour parler d'une génération qu'on va perdre, des inquiétudes face au décrochage, la détresse, l'anxiété. Alors, qu'est-ce que le gouvernement fait pour s'assurer que les jeunes mangent à leur faim, qu'il n'y a pas de violence dans les familles? Concrètement, qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire
justement avec le report de l'école qui va reprendre seulement en septembre? Alors, il faut voir l'évolution de la pandémie. Au début, notre inquiétude principale, c'était au niveau du filet social. Donc, on s'est assuré de resserrer ce filet social-là. On a demandé à nos DPJ de prendre contact avec les commissions scolaires, avec les organismes communautaires, avec les centres de pédiatrie sociale pour refermer ce filet social-là. Et comme je vous dis, les résultats sont très concluants. On n'a plus de liste d'attente au niveau de la protection de la jeunesse à Laval. La deuxième étape par la suite, ça a été de s'assurer de rejoindre les jeunes. Donc, on a fait des publicités, on a envoyé un pamphlet à toutes les familles du Québec pour la protection de la jeunesse, la première fois que ça se faisait à travers le Québec. On a fait des campagnes également pour sensibiliser les gens à la protection de la jeunesse. Très important. Les appels des organismes communautaires familles, les appels de la protection de la jeunesse dans les familles les plus vulnérables. Maintenant, nous, on s'attendait à ce que les écoles ouvrent. Maintenant, il va falloir se retourner et les programmes qu'on avait délestés, les programmes pour les plus vulnérables comme Agir tôt, les programmes de santé mentale vont être réouverts et sur une période de 2 à 4 semaines, on va réouvrir ces programmes-là pour les familles les plus vulnérables. Donc, on va diminuer un petit peu au niveau de la protection de la jeunesse et on va réouvrir au niveau plus de la première ligne. Ça va se faire de façon progressive, mais c'est ainsi qu'on va reprendre le dessus sur ce qui ne pourra pas se faire dans les milieux scolaires. Par exemple, ici, vous saviez, on avait l'initiative Air ouverte pour les adolescents et les troubles de santé mentale, les troubles psychosociaux. Ici, on a été chanceux, ils ont pu garder une partie de l'air ouverte en fonction, mais là, on va l'ouvrir à pleine mesure. Et j'ai déjà demandé aux fonctionnaires du ministère de voir s'il y avait d'autres possibilités d'ouvrir d'autres programmes dans d'autres régions du Québec. Donc, c'est vraiment cette transition qu'on s'assure de faire, dépendamment de ce que nous demande et de ce que nous permet de faire la santé publique. Justement, pour les centres jeunesse, il y a des parents qui disaient avoir de la difficulté à voir leurs enfants. Il y a des règles qui ont été assouplies, je crois. On en est où dans les règles pour pour les parents, pour les jeunes en centre jeunesse qui sont en isolement? Comment ça se passe là, actuellement? Alors ça aussi, il faut suivre l'évolution. Puis c'est ça qui est un peu difficile pour la population. Des fois, c'est que les règles changent selon la santé publique et selon l'évolution de la pandémie. Donc nous, au début, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand la pandémie était surtout due au tourisme, aux voyageurs, il n'y avait rien tout était normal. Même les familles d'accueil dans cette première phase-là nous disaient, mais qu'est-ce que vous faites pour nous protéger, nous? Ensuite, quand la transmission est devenue communautaire, là, on a vraiment fermé les entrées et les sorties de façon très stricte. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les résidences de type famille, les RTF, ce qu'on appelle les RTF, les centres jeunesse, c'est des milieux très propices à la propagation des infections parce qu'ils sont plutôt petits. Donc, on a fermé très strictement pendant 2 semaines. Puis par la suite, on a fait 3 assouplements en cours de route. Le premier pour les enfants les plus à risque, ceux qui avaient des troubles d'attachement. Le deuxième, ensuite, on a permis les visites supervisées de façon beaucoup plus au cas par cas. Et récemment, avant la fête des mères, en fait, on a ouvert les visites et les sorties de façon assez libre, comme c'était avant, mais toujours en prenant soin de maintenir les situations de santé publique. Par exemple, si vous êtes une famille d'accueil et chez vous, il y a une personne de plus de 70 ans, bien là, il va y avoir des restrictions. Puis c'est pour ça que des fois encore, on entend des cas problématiques, mais en général, on est de retour à la case départ où les visites supervisées et les sorties, telles qu'ordonnées par la Cour, sont permises. Sabrina Rivet du 98.5. Donc, peut-être nous dire à quoi ressemble maintenant une journée type dans une DPJ, dans un centre de la DPJ pour un enfant ou pour un adolescent. À quoi ça peut ressembler maintenant? Est-ce qu'ils ont le droit d'aller jouer dans la cour? Vous me parlez de sortie. Comment ça fonctionne, en fait? À quel point leur quotidien est encore chamboulé aujourd'hui? Mais écoutez, c'est sûr que avec les sorties publiques, il faut limiter. Il y a la distanciation sociale qu'il faut maintenir. Mais la plupart des centres jeunesse, on peut maintenir les activités en centre jeunesse et dans les limites du centre jeunesse. On a également obtenu des moyens de communication, tablettes et téléphones cellulaires, en partie grâce à la Fondation Vidéotron, pour permettre les communications avec la famille, les faciliter. Puis là, ce qu'on est en train de regarder avec la municipalité aussi et avec avec les centres jeunesse, c'est la possibilité, évidemment, d'aller au niveau de l'éducation. Donc ça, c'est la prochaine étape.
On travaille avec le ministère de l'Éducation pour voir est-ce qu'on va permettre l'école pour les jeunes en difficulté. Vous savez, j'ai demandé une dérogation pour les écoles handicapées qui a été, je remercie notre collègue Jean-François Roberge, de permettre de travailler pour que l'école secondaire soit ouverte et l'école primaire dans la région ici pour les enfants handicapés. Mais on regarde la même chose aussi pour permettre l'éducation pour les jeunes en difficulté. Donc, il y a une école ici à l'intérieur du centre jeunesse. Est-ce qu'on va pouvoir l'ouvrir ou pas? Ça va dépendre de nos discussions avec le ministère et la commission scolaire. Donc, depuis le début du confinement, est-ce qu'ils sont en contact quand même avec leurs professeurs? Vous dites qu'il y a une école, mais est-ce que l'école est complètement arrêtée ou il y en a encore? Non, ils sont encore en contact par les moyens électroniques, évidemment. Et c'est pour ça qu'on a rentré ces tablettes et ces moyens de communication pour leur permettre de continuer l'école en ligne. Mais nous, ce qu'on voudrait, évidemment, c'est du présentiel le plus possible. Et ça, on est en train de le négocier dans le contexte de l'évolution de la pandémie avec la permission de la santé publique. Bonjour. Bonjour. Comment on peut expliquer qu'il n'y a plus de liste d'attente alors qu'on est dans une période quand même un peu plus difficile pour les jeunes ou les familles? Alors, il faut remonter au budget 19-20 où on a injecté 65 millions de dollars pour la protection de la jeunesse, qui incluait deux parties super importantes. Un premier, 18 millions pour le soutien aux activités cliniques, l'encadrement. Moi, je l'ai toujours dit, c'est ça qui manquait au niveau de la protection de la jeunesse. Les équipes bougeaient beaucoup, il y avait beaucoup de roulement de personnel parce que les équipes étaient pas stables, des jeunes intervenants sans supervision. Donc, on a renforcé ça beaucoup, le soutien à l'activité clinique. Ensuite, le deuxième 47 millions qui est arrivé malheureusement après l'événement de Granby a permis d'engager en tout et partout 600 intervenants en santé de la jeunesse à travers le Québec. Nous, on a comblé nos postes et ce qu'on a vu, moi j'avais dit que ça surviendrait après l'été prochain parce que quand les écoles ferment, on a une diminution de 20 à 30% des signalements. Donc, avec la fermeture prématurée des écoles, cette diminution s'est faite. D'habitude, on est capable de rattraper en partie, mais là, on avait 600 intervenants de plus. On a eu des éducateurs du milieu scolaire qui sont venus dans certaines régions, les éducateurs des autres programmes de première ligne, je parlais tantôt d'Agirto, qui sont venus en support avec la protection de la jeunesse. Donc, à part 3 régions du Québec, il n'y a plus de liste d'attente à la protection de la jeunesse. Je pense que c'est quelque chose de très encourageant pour nos jeunes et pour la rapidité dans laquelle les dossiers vont être traités actuellement. Maintenant, notre défi, ça va être de ne pas la réaugmenter, mais on va annoncer des bonnes nouvelles bientôt avec le budget de 2021. Mais il y a beaucoup de gens qui disent que quand il y a moins de signalements, ça ne veut pas dire qu'il y a moins de violence ou qu'il y a moins de situations problématiques. On l'a beaucoup entendu depuis le début de la crise. Donc ça vous inquiète pas pour vous si tout va bien? Non, j'ai jamais dit ça. Je demeure très inquiet, évidemment. D'ailleurs, ce qu'on entend souvent, c'est que dans les séances Zoom, ceux qui sont absents sont ceux des milieux les plus vulnérables. Mais comme je l'ai dit tantôt, on a fait des liens avec la pédiatrie sociale qui est sur le terrain. On a fait des liens avec les organismes communautaires familles qui appellent environ une quinzaine de mille de personnes sur une base hebdomadaire. On garde le plus possible le contact avec nos familles à risque. Donc, on demeure inquiet de la situation de nos jeunes les plus vulnérables, mais au moins maintenant, quand il y a un signalement, on sait qu'il va être traité dans des délais raisonnables. Et toutes les histoires qu'on entend depuis les dernières années, où des dossiers ne peuvent ne pas être traités pendant 2-3 mois, c'est ça qui était urgent d'arrêter. Et c'est ça qu'on dit que maintenant, dans la plupart des régions du Québec, ne surviendra plus. Avec la pandémie, je comprends que vous n'avez pas eu une baisse de personnel. Il n'y a personne qui a arrêté de travailler ou qui ne voulait plus revenir nécessairement dans le milieu de travail. Donc, votre personnel est assez complet. Il n'y a pas de problème de ce côté-là? Mais au niveau des centres jeunesse, on a stabilisé les équipes aussi et il y a eu très peu d'éclosions dans les centres jeunesse, très peu de jeunes infectés, mais ça, on sait qu'ils sont moins affectés, mais également parmi les intervenants, très peu d'éclosions. Au niveau de la réponse en général, non, au contraire. Le premier ministre l'avait mentionné, avec la réorganisation des services qu'on a fait, on avait plus de personnel en protection de la jeunesse. Mais maintenant, une partie des activités qu'on avait délestées étaient également allées en CHSLD, parmi les programmes Agirto, Air ouverte, etc. Donc, il va falloir être très prudent quand on va réouvrir, quand on va redécider que ces activités sont essentielles, de s'assurer qu'on ne crée pas un autre problème. Donc, on travaille très fort avec la santé publique,
avec mes 2 autres collègues au ministère de la Santé pour s'assurer qu'on ne crée pas des problèmes en réglant d'autres. C'est un vrai balai à 3. Mais j'aurais juste une dernière Ouais, question, allez-y. et c'est en lien avec les CHSLD. Vous êtes allé vous impliquer là-bas, et quelle a été votre expérience ou votre constat là-bas? Écoutez, ça a été très dur quand je suis arrivé. L'éclosion avait débuté depuis un certain temps et il y avait des bris de service. Heureusement, il y avait 3 autres médecins qui avaient déjà commencé à être impliqués au Floralie de la Salle à ce moment-là. Donc, j'ai joint cette équipe de 3 médecins-là. Et moi, j'arrivais en fin de journée. Donc, je participais avec la tournée médicale avec eux, d'une partie du CHSLD. Et ensuite, je faisais des tâches pour aider les infirmiers et les préposés en soirée. Le gros problème, c'était un problème de contrôle des infections. On avait un endroit qui était un milieu de vie, en général, où il manquait un peu de personnel par rapport au volume, qui tout d'un coup est devenu un hôpital. Je veux dire, il y avait 250 personnes dans l'institution, 150 étaient positives et malades. Donc, c'était impossible, c'était très difficile à gérer. C'était un milieu qui était privé en plus, donc le CIUS a dû intervenir. Donc, la stabilité des équipes n'était pas encore là. Mais on a rapidement été capable de reprendre le dessus, justement avec la collaboration, comme ça a été fait ici, localement dans certaines des CHSLD, en stabilisant les équipes, en renforçant les mesures de prévention des infections et en stabilisant l'équipement aussi. Des choses qui étaient vraiment de base, mais comme c'était des milieux de vie, les gens n'étaient pas habitués à instaurer ça. Donc, c'est ça l'important. Puis je pense que c'est ce qu'on va maintenir après cette histoire de pandémie-là. On ne pourra plus revenir en arrière. Il va falloir que ce soit vraiment un milieu de soins avec des standards de qualité de très haut niveau. Jesse Fight with the Montreal Gazette. Mr. Carman, we've heard a lot of concerns since the beginning of the pandemic about kids who are in youth homes, kids who are at home that could be facing violent situations. Could you update us on how we're doing today and what's been done since the beginning of the pandemic for those children? Well, I just visited with the Youth Protection in Laval, and as I mentioned, there's no more waiting list to take care of the children that are said to be in danger. So we're very, very happy about that. And actually, it's the same situation around Quebec, except for 2 or 3 regions. So that's very, very good news. Of course, we remain a bit worried about the situation of those vulnerable children. Because those are the ones where teachers cannot reach them. But what we've asked Youth Protection to do is to get into contact with les organismes communautaires and la pédiatrie sociale to be in touch with these at-risk families. So every week they get calls from their teachers, from their daycare person, from les organismes communautaires to make sure that things are going well. And at some point, we also send out some pamphlets telling people to all over Quebec, telling people about the importance of watching over your neighbor and if there's anything that you suspect, to let us know. And finally, there was also some publicity campaign with people talking about violence to women in general, violence in family, to kids. So we've done quite a bit to prevent it. Obviously, we're still a little worried, especially with school not opening in the Greater Montreal region. But we're keeping our eyes open, and the good news is that whenever we get somebody, a signalement for somebody, it's going to be taken care of right away. Can I just specify what those 2 or 3 regions are that still have waiting lists? Yes. So the problem is in Nunavik, where the Inuit community has remained quite isolated, so they're not letting us in. So there's nothing much we can do over there. Montérégie has about a 2-3 week waiting list, and it's improving quickly. And the last one is l'Estrie, where it's still about 6 to 8 weeks. But remember there that we had more than 1,300 children on the waiting list, and we're down to about 400 to 500. So it's a significant improvement, and we hope that by the end of summer, everything will be taken care of in all the regions. Our next challenge is to prevent it from increasing again next year. But again, we're going to invest significantly in youth over the next few months, and we will prevent that. That's my promise. Thank you very much. Mr. Skeet, if I may, just as the point man on Anglo relations for the government, there was a poll earlier this week that showed Anglophones seem to be more worried about the virus. We saw the Premier's response to this. Would you care to give us your opinion on that poll and why you think that may be? Yeah, I saw the poll.
For me, it's a very particular poll. I think as the person responsible for English relations in this government, I question segmentating the population in that way along linguistic lines. The poll clearly said that people in Montreal were worried, and I think they're right to be worried. Prime Minister of Canada has said he's worried. The Premier said he's worried. I think Montrealers are worried. This division along linguistic lines, I don't get that segregation. But at the same token, my consultations did reveal a certain skepticism from the English community vis-a-vis the government of Quebec in general. Maybe that accounts for a certain percentage, possibly. Thank you. Hi, my question is also for you, Mr. Skeet. I was wondering if the government plans to roll out any communication plans, for example, particularly geared to the English-speaking community, to try to reassure people more. You mean reassure or inform, or I'm not sure I understand your question. In regard to the poll that my colleague mentioned. Yeah, I think this government has been exemplary in the way that we've reached out to the English community. I think the recent budget that we announced with significant increases allotted to the English community, my presence on the ground, the recent consultation tour that we did in the late autumn season, I think that's our attempt to sort of reach out to the English community. But of course, it's going to be a long job, right? We know that this divide that's existed within the English community has been around since at least the last 40, 50 years. I think we need to move beyond that. And I think what we need to do is work together, and this government's been committed to do that. Sir, with respect, there's kind of been a delay between the communication that has been done with the French-speaking majority and the communication that's been done with the Anglo community and other non-French-speaking communities. Is there any kind of communication plan coming up to get in touch with these communities and find out what their worries exactly are and just make things a little easier for them to understand? Well, on that, let me just clarify that the Premier has done an English segment of his 1 p.m. announcement since the pandemic started. Recently, I announced that we were going to be distributing via the list of Revenu Quebec the personal care guide to all English-speaking Quebecers. Between that, we've also invested significant amounts. My colleague at Communications and Cultures invested significant amounts in order to support local English media by advising them and giving them information. We had the Suburban give out a 4-page leaflet. We had the Sherbrooke Record give out some information as well. So it's something that's already being done and that we're going to continue to do. And again, in terms of understanding the English community, I remind you, I just came back from a consultation tour where the idea was to take the pulse of the community, which we did. And more recently, my secretariat organized a meeting via Zoom with the secretariat and members of the public health oriented community groups to get their take on how we've been doing and what we should be doing more. So we're communicating with English groups routinely. My secretariat's deeply involved with reaching out, especially right now with healthcare oriented community groups. And the community and the guides and information are going to be coming up. Thanks. Yeah. Hi, Cubino de Global News Montreal. There are 4 nursing homes in Laval where the cases are confirmed over 25%. Why are so many seniors infected? Well, I think that in most of the regions where there's a high prevalence, it was the underestimation of asymptomatic carriers. And that's why our government has been, and our ministry is going to start testing everybody in the home services, whether symptomatic or asymptomatic. This was something we're not aware of at the beginning of the pandemic. Now we realize its importance and its role in transmitting the disease. And what are the plans to control the spread amongst the public? So it's exactly the same thing. There's community testing. Here in Laval, it's going to be increasing as well. We spoke with the doctor in charge of public health in the region, and we want to increase capacity and also detect those asymptomatic carriers, which have been in contact with somebody but have no symptoms. And those before we're not testing. Now we need to test them as they are the one that transmit the disease more globally.
And do you believe that masks should be like mandatory in Laval? I think we've been strongly recommending it. You see that I wear mine as soon as I get out of home. So for now, we're strongly recommending it. If at some point we need to make it obligatory, the Prime Minister will definitely do it. And I heard there was a question in French about you working in the CHSLD. Can you just give us the same statement in English, please? So when I arrived at the La Salle facility, it was very difficult because they had a huge eclosion of more than 100 of the people there. So it became from a living environment to a hospital, with more than half of the individuals infected. And there was some huge issue with infection control and prevention there. So I joined a team of 3 doctors to help do the medical visits, as I'm a neurologist of career. And afterwards, I stayed over in the evening to help nurses and the préposés aux bénéficiaires hand out medication, hydrate the patients, which was also a huge thing. So we've ramped up our services in these houses, and I think this is some things that need to be maintained after the pandemic, so such a thing never happens again. Merci, thank you. Merci tout le monde.